Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, l'amour du Japon et des jeux de mots vous a aidé à remplacer les soucis par des chouchis. Votre nouvel album Sommeil levant évoque paradoxalement votre réveil à la vie. Bonjour Oshi. Bonjour. Alors effectivement, ce deuxième album est important. Vous avez une carrière jeune, mais ça marche plutôt bien. Et on va évoquer cette carrière à travers des dates clés avant de parler de ce nouvel album, si vous en êtes d'accord. Avec grand plaisir. Alors la première date, ça vous correspond pas, mais elle est importante pour vous. C'est le 11 septembre 59. C'est le jour où quelqu'un que vous aimez bien entre en studio pour enregistrer cette chanson. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Ne me quitte pas, Jacques Brel. C'est le jour où il a enregistré cette chanson qui est importante dans votre vie, Oshi. Ah bah oui, c'est une des chansons qui m'a donné envie de faire de la musique, en fait, parce que je sais pas si je comprenais tout quand j'étais petite et que j'écoutais ces vinyles quoi, que mes grands-parents me mettaient, mais en tout cas je ressentais cette émotion et je comprenais ces mots sans peut-être même les comprendre grâce à ce que je ressentais en l'écoutant en fait. Alors, et cette chanson, elle est dédiée à Suzanne Gabriello avec qui il vit en même temps. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est plus qu'une histoire d'amour. C'est une histoire, disait Brel, sur la lâcheté des hommes qui n'osent pas quitter la femme qu'ils aiment. Et le chien, il existait. C'était oui, un teckel marron qui appartenait à Suzanne Gabriello. C'est vrai, c'est marrant ça. Alors, et en plus, vous prénommez Mathilde, comme la chanson de Brel. Oui, bah alors ça en plus, bah du coup c'est grâce à la chanson de Brel que je m'appelle Mathilde parce que mes grands-parents sont des grands fans de Brel et quand j'étais petite ils me faisaient croire qu'en fait c'était pour moi la chanson Mathilde quand voilà. Ils me la mettaient. Donc moi je croyais que Jacques Brel il m'avait écrit une chanson quoi. J'ai appris plus tard que c'était pas vrai quoi. Non, il faut savoir que c'est la chanson que Jacques Brel a eu le plus de difficulté à mémoriser. Les premiers jours il se trompait, il disait pleurer pour mon salut au lieu de prier pour mon salut. Ça a été très difficile pour lui quand il a créé cette chanson sur scène à Coq-le-Zout. Ouais, je pense que c'était beaucoup d'émotions pour lui aussi. Je pense. Alors, vos grands-parents, justement, vivent pas loin de chez vos parents, au-dessus ou au-dessous, et ça permet de voir toute la famille, hein, Oshi. Oui, mes grands-parents, c'est mes deuxièmes parents, quoi. Ouais. J'ai été élevée dans l'amour et j'ai toujours été très proche de mes grands-parents comme les deuxièmes parents. Et c'est chez eux que vous avez découvert l'électrophone et vu tourner ces vinyles. Oui, en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que je les regardais tourner. Je les écoutais, mais je les regardais beaucoup. C'était aussi l'objet qui me passionnait quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, on retrouve les vinyles alors que pendant des années... Ah, je suis heureuse, oui. Ah oui, on les a oubliés. Moi, je les collectionne. Hein. Ouais, vous avez bien raison. Vous êtes né à Versailles, mais vous avez grandi à Montigny-les-Bretonneux. Moi, je connais cette ville parce qu'il y a une rue Jacques Brel qui mène au théâtre, justement. Oui, à la salle Jacques Brel, d'ailleurs. Voilà, où j'ai déjà joué quand j'avais mon groupe de rock, quoi. Montigny-les-Bretonneux, c'est tout près de Paris. Ouais, c'est tout près de Paris, ça dépend à quelle heure, quoi. Ouais, avec les bouchons. Mais c'est pas loin. Ouais. Voilà. Et il y a Shine qui a grandi à Montigny-le-Bretonneux et Omar Sy qui a fait ses études là-bas. Oui, et un rappeur aussi, La Fouine. Enfin, on est beaucoup d'artistes asiatiques aussi en ce moment qui viennent de Saint-Quentin, de Sky, comme on dit. Alors, vous passez des journées enfermées dans votre chambre parce que vous êtes plutôt du genre à être enfermé à écouter des vinyles, Oshi. Ah oui, bah moi, si je pouvais faire ça 10 heures par jour, je le faisais 10 heures par jour. Hein. Ah bon? Ouais. Et vous écoutiez tout? J'écoutais beaucoup, franchement quand j'étais enfant j'écoutais vraiment en boucle Brel et aussi Edith Piaf et beaucoup de classiques, beaucoup Chopin, Beethoven, même mon grand-père m'a fait découvrir tout ça aussi. Et les premiers électrophones sont arrivés en France par Eddie Barclay quand il a importé le micro-sillon, il a acheté 3000 tourne-disques qu'il a vendus pour un prix dérisoire aux gens et ça a permis de lancer derrière le 45 tours et le 33 tours et le vinyle. Alors ce qui est étonnant aussi c'est qu'au départ enfant vous n'y pas chanter, vous vouliez être vétérinaire. Ouais, je voulais pas chanter du tout. C'est même arrivé très tard. C'est arrivé quand j'avais 15 ans. Oui, je voulais être vétérinaire pendant de longues années. Et après, j'ai eu envie de peut-être être journaliste. Ah bon? Ouais. Et pourquoi ça a changé? Vétérinaire, pourquoi? Vétérinaire parce que j'adore les animaux et depuis enfant j'en ai toujours eu et puis en fait je me suis rendu compte que psychologiquement j'aurais pas pu voir des animaux souffrir voilà c'est pour ça que j'ai pas fait ce métier mais je pense que j'ai failli le faire vraiment. Et le journalisme? Le journalisme du coup j'étais passionnée d'art et de culture et du coup je me suis vu que je chantais pas et que je faisais juste un peu de piano quand j'étais plus avant 15 ans quoi je me suis dit peut-être que j'ai envie d'être journaliste pour quand même être dans la culture quoi. Voilà maintenant c'est les journalistes qui parlent de vous. Voilà finalement. Alors, vos grands-parents, justement, vous ont offert un petit clavier. Ça a été aussi un déclencheur, Oshi. Petit clavier, petite guitare. Enfin, j'ai eu les deux. En fait, je crois que le petit clavier, ça m'a donné envie de faire du piano quand j'avais 6 ans. Et du coup, j'ai fait du piano de longues années. Ensuite, effectivement, j'ai retrouvé cette guitare aussi sous le lit de ma grand-mère et qui m'a donné envie de me lancer plus sérieusement.
8 années de cours de piano? Ouais, 8 années de cours de piano sans solfège, du coup. Parce que vous n'avez pas besoin de faire du solfège, c'est instinct. Je pense qu'on a essayé un peu de m'apprendre le solfège, mais ça m'a vite gonflé. Quoi. Oui. Alors que le vite... piano, ça passait tout seul. Ça passait, ouais. Alors, à l'école, en revanche, les fausses notes, c'est que vous êtes une enfant travailleuse, mais timide, introvertie, mal dans votre peau. Oui, ouais, très, très, très discrète, un peu trop. Je pense que même j'oubliais que j'existais, moi, à un certain moment. Donc, ouais, j'avais peur de monter sur le banc de classe quand il y avait une photo, quoi, de classe. Et pourquoi? Ah bah je sais pas. Voyage, on n'a jamais su, quoi. Et puis un jour, parce que vous aimez vous lancer des défis, vous êtes monté sur scène pour chanter ceci. Zombie par les Cranberries, ça c'est étonnant. Et oui, mais en fait finalement j'écoutais beaucoup Brel, mais j'écoutais beaucoup de rock aussi, Oui. parce que mon papa c'est un ancien punk. Et du coup, il m'a fait découvrir des groupes comme The Exploited, voilà, les Rolling Stones, soit très rock, soit très punk. Et du coup, j'ai quand même baigné dans le rock. Et c'est vrai que cette chanson m'avait marqué quand j'étais enfant aussi. Oui, c'est une chanson d'un groupe irlandais qui évoque le conflit entre l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et la métaphore du zombie, c'est les soldats de l'armée britannique qui perpétuent la violence et ils ont peur des bombes et des attentats. Et Zombie a remporté le prix de la meilleure chanson au MTV Europe Music Awards. On l'a un peu oublié cette chanson, mais elle était importante. Ah, moi je l'ai jamais oublié en tout cas. Les gens peut-être, pas moi. Et comment vous êtes arrivé à la chanter à l'école, Oshi? Eh ben en fait j'ai trouvé cette guitare je crois 2-3 jours avant ce concert sous le lit de ma grand-mère. En fait j'avais oublié cette guitare qu'elle m'avait achetée, puis je l'ai retrouvée parce que je sais pas, j'écoutais énormément de rock, donc je pense que j'ai eu envie d'essayer de faire de la guitare, quoi, comme ça. Et en fait il y avait YouTube déjà qui existait et du coup j'ai commencé à regarder quelques accords et puis en fait ça me passionnait. En une journée j'ai appris cette chanson et les paroles et puis je chantais pas et puis j'ai eu envie de chanter en fait. Mais monter sur scène quand on est timide et introverti. Et en fait je devais déjà être sur scène ce jour-là, mais juste pour faire du piano. Oui. Pour accompagner des gens au piano. Et en fait, il restait une petite place pendant le spectacle et j'ai dit, on va le faire, quoi. Et vous avez fait un tabac, je crois que vos camarades de classe vous ont découvert ce jour-là. Ouais, je me suis découverte aussi, je pense. Je sais pas si c'était très juste et très, très joli à entendre, on va dire. Mais en tout cas, moi, je me suis sentie très bien. Et je m'étais jamais sentie aussi bien, en fait. Et ça a été le déclic aussi pour vous dire, je suis peut-être pas aussi introverti que je crois. Je crois que je le suis, mais là, en tout cas, en prenant cette guitare et en étant devant des gens pour faire quelque chose de la musique, en fait, ça me fait devenir aussi une personne que je suis pas spécialement. Donc ça m'ouvre, en fait. Voilà. Mais en même temps, vous obtenez de bonnes notes à l'école dans toutes les matières. Vous auriez pu... j'avais 18, je crois, de moyenne. Voilà. Et vos parents voulaient que vous fassiez autre chose dans la vie, des études supérieures? Surtout que j'allais jusqu'au bac. C'était un peu le compromis à ce moment-là. Enfin, ok, tu fais de la musique si tu veux, mais tu vas jusqu'au bac. Effectivement, je suis allée jusqu'au bac, quoi. Et après, non? Enfin, je suis juste allée jusqu'au bac physiquement, quoi. Je suis allée jusqu'à l'école et jusqu'au bac. Voilà. C'est et tout. vous avez eu le bac? Non, je l'ai pas eu. Ouais, j'ai fait exprès, en fait, de pas l'avoir. Pourquoi? Ma mère m'en veut encore aujourd'hui. Ouais, c'est marrant. Pourquoi? Parce que je me suis dit, après, je vais devoir faire quand même des écoles, parce que si j'ai le bac, on connaît la suite. Ouais. Et en fait, j'ai pas envie, donc j'ai un peu mis n'importe quoi sur mes leçons, quoi. Mais ouais, j'ai mis n'importe quoi, ça. Ça n'a pas été trop dramatique pour vous ensuite, à la maison? Non, mais le pire, c'est qu'en mettant n'importe quoi, je me suis quand même retrouvée au rattrapage et que j'y suis allée. Et ma mère, elle faisait une syncope à ce moment-là, je pense. Et en fait, j'ai dit n'importe quoi, truc. J'ai pris allemand alors que je parlais pas allemand. Et voilà, j'ai foiré le truc et j'ai dit à ma mère, je suis allée jusqu'au bac. Voilà. Remarquez, vous n'êtes pas la seule. Sacha Guitry a même pas allé jusqu'au bac. Il a fait 12 sixièmes. À tel point que son père lui disait, tu vas te marier en sixième. Pierre Bérégovoy, qui a été Premier ministre, n'a pas eu le bac. Plein de gens importants n'ont pas le bac. En fait, je pense qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. Voilà, après, effectivement, le bac sert à faire d'autres métiers, quoi. Voilà. Effectivement. Mais... Alors, il y a aussi à 14 ans, une étoile filante, vous faites un vœu. Ça aussi, c'est pour ça que ça s'appelle. Parce qu'Oshi, c'est. C'est étoile, ouais. Étoile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je passais beaucoup de temps sur mon balcon chez ma mère, en fait, à 50 ans. Et je regardais le ciel et oui, j'ai vu des étoiles filantes, parce qu'en même temps, j'y passais tellement d'heures que ça aurait été bizarre que j'en vois pas. Mais en tout cas, je faisais des vœux à chaque fois. Et puis là, ce jour-là, j'ai fait le vœu de me réaliser dans la musique. Ben voilà. Alors, il faut savoir que la superstition de l'étoile filante, c'est un signe de chance. On connaît pas l'origine. On pense que c'est la beauté du ciel, la rareté et la vitesse des étoiles filantes qui donnent le vœu. Ouais, en tout cas, c'est très beau. Je suis toujours autant passionnée par les étoiles. Alors, au départ, vous n'êtes pas Oshi, vous êtes Oshi Hideko. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre 2 noms sur Facebook en fait. C'est quoi Ideco? Ideco, ça veut dire Mathilde en japonais. Voilà. Donc finalement, il fallait juste mettre un 2e nom donc pour pouvoir créer un profil. Donc j'ai mis Oshi Ideco. Et ben voilà. Et ça a marché. Et on va en reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 1er octobre 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Oshi. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Oshi. Il y a ce nouvel album Sommeil Levant dont on vous parlait tout à l'heure. Mais il y a une date importante aussi, 1er octobre 2014. Ça vous dit quelque chose? C'est Rising Star, non? Exact. Première apparition dans Rising Star, un concours dont les présentateurs sont Faustine Bollard, Guillaume Play, et dans le jury, il y a Kali, David Hallyday et Cathy Guetta. Et Morgan Serrano. Et Morgan Serrano, ouais. Et là, c'est l'émission où vous annoncez le lendemain et où vous chantez Formidable de Stromae. Alors, un extrait, vous êtes en fond d'écran. C'est ça. Et ils n'ont même pas diffusé entièrement la reprise. Et oui, j'ai été prise grâce à cette reprise, justement. Voilà. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le clip Formidable de Stromae, justement, il l'a tourné à Bruxelles en caméra cachée. Ouais, j'adore ce clip. Et en fait, c'est une des chansons que j'aurais rêvé d'écrire. Ah bon? J'adore cette chanson. Ouais. Mais c'est à fou, parce que ça a presque fini au poste, parce que la police s'en est mêlée, il jouait les clochards alcooliques, et les gens l'ont cru. Ouais, puis je pense qu'il a vraiment joué, il l'a très bien joué. Hein. Moi, j'ai vu le clip, c'était hyper intelligent. J'adore ça, il est super intelligent de toute façon. Et finalement, dans Rising Star, vous chantez une autre chanson. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux. Mistral gagnant de Renault, pourquoi cette chanson, Oshi? C'est ma grand-mère qui m'a demandé de chanter ça en fait, ce jour-là, et du coup la prod m'avait aussi proposé un peu, donc on était d'accord sur le sujet, et d'ailleurs ma grand-mère, elle a appelé son petit chat Mistral, elle adore cette chanson, donc j'ai chanté pour elle en fait. Ah oui, ça rappelle le Mistral gagnant qui était un bonbon en poudre qu'on aspirait avec une paille qui coûtait 5 centimes, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Mistral gagnant, c'est aussi le titre initial de Plus belle la vie. C'est comme ça que le feuilleton devait s'appeler au départ, à cause du bar du Mistral. Voilà. Ouais. Alors, comment êtes-vous arrivé à Rising Star? Je crois que c'est pas un très bon souvenir pour vous, Oshi. Oh, alors en soi, avoir chanté à la télé comme ça, cette chanson, c'est pas un mauvais souvenir en fait. Mais comment j'en suis arrivée, c'est parce que j'ai refusé The Voice en fait. Voilà. Surtout. La prod m'a contacté parce que j'ai refusé The Voice. Donc la prod de Rising Star, je pense, voilà, concurrent un peu. Et du coup, ils m'ont contacté. Et en fait, je voulais absolument pas y aller à la base. Et j'y suis allée un peu comme ça, reculons. Puis en fait, ça s'est bien passé à chaque étape. Donc du coup, je me suis retrouvée à Rising Star en fait. Voilà. Et vous êtes retrouvée à Rising Star avec le public debout à la fin de la chanson. Ouais, c'était un moment assez marquant et voilà, après je suis retourné jouer dans la rue 2 jours après quoi. Ah oui, parce que ça c'est effectivement, mais d'ailleurs j'ai vu les gagnants de Rising Star n'ont pas vraiment fait une carrière. Non, ouais. Mais certains ont fait des comédies musicales, voilà, des projets. C'est pas des grandes carrières. En revanche, donc vous aviez été repéré pour The Voice par Bruno Berberes, le directeur de casting. Comment vous avez été repéré, Oshi? Sur Internet, je mettais des vidéos sur YouTube, du coup, après ce concert là, de spectacle de mon école, j'ai commencé à mettre des petites vidéos de reprise, donc de zombies, de plein de titres en fait, et surtout mes compos quoi. Voilà. Et puis il vous a demandé de chanter cette chanson. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Chanson de Bourvil, qui a été composée par Gaby Verlor, qui est une dame qui a été toute sa vie pianiste au caveau de la République pour les chansonniers, et qui a vécu grâce à cette chanson en dehors de ça. J'aime bien en plus quoi. Et pourquoi vous avez refusé de la chanter? Mon grand-père il m'a embrouillé en plus après quoi. Qu'est-ce qu'il a? Il aime bien lui donc. C'est une très belle chanson. Ouais, j'adore aussi parce que je me voyais pas chanter ça en fait, et j'avais 16 ans et je crois que si il se passait la même chose aujourd'hui, je referais le même choix. Je sais pas comment reprendre cette chanson en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On vous a demandé de venir dans The Voice et puis ça s'est terminé avant. Ouais, je voulais chanter Coldplay, moi, The Scientist ou Nirvana, ce qui était quand même un peu différent de Bourvil, et du coup c'est pas passé quoi. On s'est pas mis d'accord. Voilà. Mais en même temps, vous étiez dans les qualifiés pour les auditions à l'aveugle. Ouais. Hein, ouais. C'était la dernière étape. Et c'était dur les étapes précédentes ou c'était? Il y avait la première étape où tu chantes tout seul, voilà, avec ta gratte ou pas, et après il y a eu l'étape en rendez-vous, et après il y a eu l'étape du choix de la chanson pour les auditions à l'aveugle. Voilà. Et donc c'est rare qu'on claque la porte dans ces conditions-là. J'étais pas énervée en fait, j'ai pas claqué la porte. En soi, c'est une expression que finalement moi-même j'ai utilisée. En fait, après coup, j'étais pas énervée, j'étais juste pas à ma place, je pense. Mais eux étaient énervés, je pense, parce qu'ils auraient voulu vous avoir. Je sais pas, parce qu'en fait, franchement, Bruno Berberes, on s'est jamais trop recroisé, discuté, mais en fait, on s'entend très bien. À chaque fois, on se passe des bisous à droite, à gauche, enfin, entre personnes intercroisées, et voilà. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils auraient aimé, mais je pense pas que j'aurais été la même personne dans cette émission, parce que vu que ça me représentait pas, j'arrivais pas à m'y sentir bien, je pense pas que
ça aurait changé ma vie je sais pas, on sait pas, on pourrait refaire le monde avec des situations. Et vous regrettez de ne pas avoir fait The Voice, Oshi? Absolument pas. De toute façon, même aujourd'hui, je fais pas de reprise. J'aime plus, j'en ai tellement fait en fait dans la rue. Entre chaque compo, parce que j'avais pas encore assez de chansons, qu'aujourd'hui c'est un peu, je regrette pas et pour rien au monde. Alors justement, chanter dans la rue, c'est venu comment, Oshi? C'est venu sur un coup de tête. En fait, je fais beaucoup de choses sur des coups de tête et je regrette jamais. Et en fait là, j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a vraiment rendue heureuse cette époque-là. Vous chantez dans la rue comme ça avec un musicien, avec toute seule avec ma guitare à la gare de Saint-Quentin ou sur le pont juste avant le centre commercial, parce qu'on n'avait pas le droit de jouer dans le centre commercial évidemment. Et du coup, je me mettais en fonction des jours là ou à la gare, quoi. Et alors que vous aviez un petit chapeau pour de l'argent ou c'est... Oui, je mettais sur ma guitare, quoi. Ouais. Parce que j'avais arrêté mes études et puis je travaillais à côté un peu. Je vendais des sushis justement. Ouais. Voilà, et je donnais des cours aussi d'éveil musical aux enfants dans les écoles et sinon je passais beaucoup de temps aussi à jouer, quoi, à faire de la musique, à jouer dans la rue, à composer. Et vu que je pouvais pas gagner ma vie, en tout cas avec ça pour l'instant, ça me permettait de me faire de l'argent. La rue, on apprend vraiment son métier? C'est la meilleure école. En plus, il n'y a pas de professeur, c'est toi-même qui apprends en fonction du regard des gens et de leur écoute. Donc finalement, c'est la meilleure école, je trouve, la rue. Édith Piaf a chanté dans la rue au départ. Oui. Hein, et d'ailleurs, elle a été repérée rue Troyon, près de l'Arc de Triomphe, par Louis Leplay, qui était son Pygmalion, qui a entendu sa voix et qui l'a engagé, qui en a fait la môme Piaf. Et Dave a chanté dans la rue. Georges Moustaki a fait la Manche aux terrasses des cafés. Vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend son métier. Ouais, en plus, c'est que des grands noms, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que oui, si j'ai une école à conseiller aux jeunes de musique, c'est celle-là, quoi. Alors, votre répertoire à l'époque, je crois que vos inspirations, Oshi, c'est Noir Désir, Gainsbourg, Patti Smith. Oui, Gainsbourg, énormément. Et Brel aussi, dans ses jeux de mots et dans sa manière de parler. Et j'ai beaucoup d'inspiration. Mais Patti Smith, dans l'attitude et cette voix, cette rage, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en concert à Londres, j'ai adoré. Voilà, mais Gainsbourg aussi, c'était un personnage. Mais Gainsbourg, c'était un personnage. Je pense qu'aujourd'hui, il serait censuré de partout. Complètement. Il l'était déjà un peu à l'époque, mais il s'en foutait un peu. Et Je t'aime moi non plus a été censuré par le Vatican. Résultat, il a vendu 4 fois plus de disques. Ouais. Et Noir Désir aussi, c'est une école particulière. Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien. À l'époque, quand même, ce groupe disait ça. Et mais c'est de la musique qu'on n'a plus aujourd'hui, finalement. Oui. Enfin, ils existent tous toujours, hein. Enfin, globalement. Mais en tout cas, Gainsbourg, ces musiques existent encore. Voilà, mais il n'y a plus aucune personne qui propose ça, quoi. Et vos premières chansons, je crois que vous avez composé dans votre chambre. Oui, de toute façon, j'en ai fait des choses dans ma chambre. Surtout, c'était mon studio, quoi. Et la première que vous avez postée sur Internet, c'est celle-ci. Vous avez 15 ans, 9 ans de piano et 4 mois de guitare. Ah oui, non mais... voilà, tout s'explique. Ouais. Non mais vous l'avez posté, il y a eu on s'en souvient encore aujourd'hui. Oui, j'espère. Mais oui, les fans s'en souviennent. C'est trop mignon, quoi. Et vous avez créé un groupe qui s'appelle Transistory. Ouais, ça veut dire histoire éphémère, en fait. Oui. C'était une histoire éphémère, mais c'était une belle histoire. Et c'est venu comment ? C'est venu j'avais un ami qui faisait de la guitare, un ami qui faisait de la batterie, et ils avaient un ami qui faisait de la basse, donc ça tombait bien. Et j'écrivais, et puis du coup, on a monté un groupe, quoi. Et vous alliez à la salle municipale, à l'école, partout ? Répéter, ouais, et jouer. On s'est produit pas mal à Montigny et à Montlet-Bretonneux, du coup, et en fait, ça se passait bien à chaque fois. En tout cas, moi, je me sentais bien, mais par contre, je me suis rendu compte qu'un groupe, c'était pas pour moi. Non, en revanche, il y a eu un seul moment difficile, c'est quand votre mère vous a vu dans la rue en train de chanter. Oui. Bah oui, je l'avais pas prévenue. Et puis elle allait faire les courses et elle m'avait vu. Et il y avait des gens autour de moi. Rien, je crois qu'elle m'a donné une pièce. Et qu'elle s'est marrée, quoi. Et en rentrant, elle m'a dit quand même, tu aurais pu me prévenir. Voilà. Bon, je vous préviens qu'on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 3 mars 2017. À tout de suite sur Sud Radio avec Oshi. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Oshi. Ce nouvel album, Sommeil Levant, et puis une date importante, 3 mars 2017. C'est la sortie du premier album, je crois. Le premier single. Single, ouais. Comment je vais faire ? Je sais pas comment je vais faire, non. J'assiste à mon propre enterrement. Alors ça, c'est un moment d'émotion, ce single. Ouais, c'est la concrétisation de beaucoup d'années.
de travail. de travail. Ouais. Et il y a une chanson que vous aviez écrite, je crois que c'est Prisonnière, qui était le point de départ de cette chanson aussi. Ouais, c'est venu de ça, ouais. Nazim, après on en a discuté avec Nazim, du coup, avec qui j'ai travaillé sur le premier album pour écrire un peu de temps en temps. Et en fait, ouais, c'est né comme ça. Et comment c'est né le goût de l'écriture des chansons ? J'écrivais beaucoup de poèmes avant de faire de la guitare. Donc c'est venu comme ça en fait. Vu que j'ai commencé à faire de la guitare, je me suis dit mes poèmes on va les chanter. Donc c'était sous forme de poèmes beaucoup. Voilà. Et résultat, le clip a fait 2 millions de vues, je crois. Ouais, ça a été assez rapide en fait aussi. Hein. Genre, ça vous a surpris ? Ah bah oui, parce que moi quand j'avais 10 000 vues sur mes vidéos dans ma chambre, j'avais l'impression que je venais de faire le Stade de France. Quoi. Oui. Tellement j'étais heureuse, donc oui. Et comment expliquez-vous ce passage ? C'est la chanson ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est autre chose, Oshi ? Comment ça démarre comme ça ? Franchement, c'est parce que j'avais déjà une bonne base fan sur les réseaux sociaux avec le fait que je jouais dans la rue, que je m'étais produit dans les petits bars parisiens. Et j'ai signé aussi en maison de disques qui m'a permis de mettre ma musique encore plus en avant, plus pouvoir le défendre en fait. Enfin. Oui, et puis il y a les festivals, parce que vous avez fait beaucoup de festivals avec des têtes d'affiche et vous étiez derrière. Ouais, mais il s'est passé des moments assez magiques en fait, parce que je faisais des festivals avec mon équipe et en fait c'était surtout quand Ta Marinière est sortie et il y a eu l'avant après en fait, grâce au festival aussi. Oui. Et j'ai fait des festivals où finalement je devais passer à 17h et que il y avait les grosses têtes d'affiche bien à la fin à 22h quoi. Et moi je passais à 17h quand le festival ouvrait, en fait les gens ils couraient. C'est comme ça que des gens ont démarré. Hein. Cocatrix, Cyril Olympia avait un truc. Ici, quand il trouvait une artiste ou un artiste, il le signait pour un an et demi à l'avance, en commençant justement en levée de rideau pour le faire passer vedette. Il avait l'Olympia et Bobino. Et une carrière, ça se construisait à l'époque, dans les années 60, comme ça. C'est marrant. C'est fou, hein. C'est comme ça que Dalida et beaucoup d'autres ont commencé. Et Brel, pendant des années, il a chanté dans un petit à Montmartre, au tire-bouchon, personne ne l'écoutait. Il vivait dans une chambre de bonne. Bah ouais, c'est ça. Et moi j'ai joué dans beaucoup de salles, des petits bars parisiens, et ça m'a aussi appris quoi. On apprend exactement comme dans la rue. Alors, ce qu'on a immédiatement remarqué, je l'ai vu dans les articles, c'est la puissance de votre voix. Et c'est marrant parce que, en fait, quand j'ai signé en maison de disque, moi, je pensais que c'était plus pour ma manière d'écrire. Voilà, peut-être éventuellement mon personnage, mais j'avais jamais pensé à ma voix, en fait. Et c'était la voix, pourtant. Ouais, mais j'y ai jamais pensé. En fait, j'ai tellement jamais aimé chanter depuis enfant. Et oui. J'aimais pas, en fait. J'avais pas cette passion de gosse de devenir chanteuse. J'admirais pas les chanteuses de notre époque de la même manière, quoi. J'écoutais les mots, voilà, mais j'aimais pas chanter, quoi. Et vous êtes habitué depuis ? Oui, j'ai pas le choix. Oui, enfin. Pour que mes mots ils soient entendus, quoi. Exactement. Et alors, vous avez aussi, il faut le préciser, une malformation qui exerce une pression permanente sur votre tympan. Qu'est-ce que c'est exactement ça, Oshi ? Alors, j'ai une malformation de la trompe de Stache dans le nez, qui relie le nez aux oreilles. Donc dès que je suis enrhumée, ça coule dans l'oreille et je fais des otites à répétition. Je me suis fait opérer 6 fois. Du coup, mon tympan est super fin. Et par contre, l'opération du nez de la trompe de Stache, elle est trop délicate, donc je la fais pas. Et en gros, j'ai perdu. Après la tournée, on s'est rendu compte que j'avais perdu 40% d'audition. Donc, et comment on chante ? Parce que vous entendez pas chanter dans ces cas-là. Mais en fait, je pense que vu que ça s'est fait par étapes, je m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas quand j'ai commencé à être souvent sur scène et avoir des vertiges en fait. Et du coup, quand j'ai été voir l'ORL, il m'a dit mais en fait là vous faites des crises de ménière en fait à cause de la lumière, du son, du stress, voilà. Donc il y a des matins je me lève, je peux pas me lever en fait parce que je tombe. Je connais beaucoup de gens comme ça. Roger Borniche qui vient de nous quitter, qui était un inspecteur de police qui a écrit Flick Story, il avait ça tout le temps, même pendant ses enquêtes. Et il tenait le choc, mais c'était pas facile à vivre. Alors il y a certains soirs même vous entendez pas chanter. C'est exactement ce qu'avait comme problème Gilbert Bécaud. Ça, il mettait la main sur l'oreille et c'était pour entendre sa voix parce qu'il était pas sûr d'entendre sa voix. Moi, c'est l'enfer. Hein. Dès que je dois régler mes ears en concert et tout, du coup, on a fait en fonction des fréquences d'audition, mais vu qu'en fonction de ma fatigue et de la maladie chaque jour qui est différente, j'entends jamais de la même manière aussi, quoi, parce que j'ai des acouphènes, du coup. Oui, mais en même temps, heureusement, on a fait ces progrès parce qu'il y a quelques dizaines d'années, vous n'auriez même pas pu chanter. Je pense, ouais. L'électronique vous a aidé. Alors, le premier single donc a trouvé son public, et puis ensuite, il y a eu cette chanson dont vous venez de parler, qui est Ta Marinière. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous deux, c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Alors cette chanson, ça a changé votre vie, Oshi. Je cherche
Ah ouais, bah complètement. Enfin, il y avait vraiment eu avant, après ta marinière. En fait, mais qui l'eût cru, quoi. Je l'avais écrit 2 ans auparavant dans ma chambre en rentrant de soirée, quoi. En fait, voilà. Et ça a touché les cœurs tout de suite. Ah Vous ouais, avez été disque de platine. Ouais, double disque de platine même, parce qu'en fait, depuis peu, mais en fait, ouais, non, j'ai pas d'explication, quoi. Non, mais les jeunes ont adhéré tout de suite à cette chanson. Et cette chanson, alors la marinière, bon, on sait que c'est un maillot rayé pour les marins. Et vous savez pourquoi ça a existé? C'était pour repérer les hommes tombés en mer avec les rayures. Et il y a eu Jean Seberg, il y a eu Brigitte Bardot dans Le Mépris qui a porté une marinière, et c'est Yves Saint-Laurent qui l'a introduit dans la haute couture. Complètement. C'est venu de ça aussi, la marinière? C'est venu d'une marinière accrochée dans ma chambre, qui appartenait à ma mère d'ailleurs, qui était dans ma chambre accrochée en train de sécher, quoi. Et je l'ai vue en pleine nuit, cette marinière, et je me suis dit, ah, c'est marrant. Et en fait, tout est parti du trait d'union. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un bad trip autour du trait d'union. Voilà, j'ai eu ce mot-là qui m'est venu en regardant la marinière, et du coup, j'ai fait un jeu de mots avec tout autour de le lexique marin, quoi. Ouais, vous aimez les jeux de mots? Ouais, j'en fais trop, quoi. Ouais, c'est venu comment? Mon père, il en fait beaucoup. On comprend pas tout ce qu'il dit des fois. Il en fait 10 par phrase. Et mon grand-père, encore pire. Oui. Donc, je crois que je suis entre les deux un peu. Voilà. Alors, la marinière vous a permis de faire des festivals, je crois 31 dans l'année. Et... Ouais, puis sur 2 ans. Donc, on a fait en tout, je pense, 60 festivals. Oui, vous avez été l'une des 2 femmes les plus programmées dans les festivals cette année-là. Et il y avait Suzanne avec moi et Jeanne Adèle, je crois, cette année-là. Et c'était super, hein. Franchement, on a fait une belle tournée. Hein. Ouais, et on apprend encore une fois son métier, on poursuit son apprentissage. Et je crois que ces tournées vous ont permis aussi de savoir ce que vous ne vouliez pas faire. Oui, c'est marrant. C'est-à-dire? Il y a beaucoup de choses que je veux pas faire. En fait, c'est marrant parce que vu que tout est un peu explosé vite, je me suis vite aussi rendu compte. Moi, j'ai analysé en même temps ma vie à ce moment-là, parce que j'étais un peu jeune, paumée, et voilà. Je sais qu'aujourd'hui, musicalement, j'ai envie de faire aussi autre chose. Peut-être amener plus de claviers, voilà, des sons plus électroniques, parce que j'écoute aussi, en plus de la chanson française, beaucoup d'électronique, beaucoup d'Indochine. Et du coup, voilà, je me suis dit, j'ai plus envie j'en ai marre des cases aussi, quoi. Oui, et puis en plus, les festivals, ça forme. Il y avait dans le temps les tournées d'été devant 5000 personnes sur les podiums de radio. Ça n'existe pas, mais le festival, on apprend plein de choses parce que les gens ne vous écoutent pas toujours. Ah bah non, mais puis les gens viennent pas pour moi. Les gens viennent à ce moment-là pour des têtes d'affiche. Moi, voilà. En tout cas, la première année où on a fait les festivals, les gens, je venais de sortir mon album qui se vendait, mais j'étais pas encore, disque d'or, platine. Enfin, du coup, ça a pris du temps, et en fait, ça m'a permis d'analyser les gens aussi. Hein. Alors cette chanson, on dit que c'est une histoire d'amour dans vos jeunes années qui vous aurait profondément marqué, Ochi. J'en ai eu plusieurs d'histoires d'amour qui m'ont marqué durant mes jeunes années. Mais du coup, c'est parti, je pense, d'une rupture, en fait. Je pense qu'il n'écrit pas sur les ruptures, quoi. Oui. Alors, il y a eu ce premier album, ensuite, dans la foulée, avec une chanson qui vous correspond parfaitement, c'est « Il suffit d'y croire ». Il suffit d'y croire, pour que se cache l'espoir. Il suffit d'y croire, et qu'importe ce que nous renvoie le miroir. Il suffit d'y croire, tant pis pour les idées noires. On va pas éteindre le soleil. Pour quelqu'un qui aime pas chanter, hein, c'est plutôt vocal. Ouais, c'est vrai que c'est chanté, ouais. Et en tout cas, c'est pas rappé, quoi. Et cette chanson, il suffit d'y croire, je crois que le titre vient de votre grand-mère, Ochi. Ma grand-mère, elle m'a toujours dit, il faut y croire, il suffit d'y croire. Très axé sur la Sainte Vierge, voilà. Il me dit, la Sainte Vierge te dit ça, voilà. Et en fait, je me le suis fait tatouer sur le bras quand j'avais 18 ans, le jour de mes 18 ans. Pourquoi ? Je sais pas, j'avais décidé de faire un tatouage, et celui-là, c'était celui qui me représentait le mieux. Et du coup, c'est né bien avant l'album, bien avant que je pense même à faire un album et que je signe. Donc en fait, il suffit d'y croire, c'est une phrase que je dis depuis des années, quoi. Et votre grand-mère a été très importante pour vous dans votre carrière? Elle est super importante, et en fait, encore aujourd'hui, c'est quelqu'un de mon équipe, ma grand-mère, quoi. Ouais. Elle suit vos concerts, elle est fière de vous? Elle en a fait certains des concerts. Ceux à Paris, en général, on l'emmène, on l'amène à me voir, et elle me regarde à la télé, elle m'écoute à la radio. Enfin, elle note tout sur un petit cahier. Donc elle écoutera les clés d'une vie sur cette radio. Puis elle va adorer. Alors il y a une autre chanson aussi, parce que vous avez souvent travaillé seul. Vous avez travaillé avec quelqu'un d'important. Cette chanson, c'est Je vous trouve un charme fou. Je vous trouve un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre fou. Je vous trouve un charme fou.
cette chanson est née à la suite d'une rencontre sur un plateau de télévision avec Gaëtan Roussel. Ouais, on devait. En fait, c'est lui qui m'avait invité dans son émission. En fait, c'était sur une radio, mais c'était filmé aussi. Donc, en gros, il m'avait invité dans son émission pour qu'on reprenne ensemble comment je vais faire. Et moi, j'écoutais beaucoup Louise Attaque quand plus jeune et même encore aujourd'hui. Et du coup, c'était vraiment un grand honneur. Et puis, en fait, on s'est bien entendu. Il a travaillé aussi avec Bachung, il a fait Bleu Pétrole avec lui. Ouais, j'adore. Donc c'est vraiment... Et se retrouver comme ça, quand on débute avec Gaëtan Roussel qui vous travaille avec vous, c'est bien. Ah oui, c'est un beau démarrage, quoi. En même temps, vous êtes une solitaire, comment on travaille à deux dans ces cas-là ? On panique, hein. Enfin moi je panique. Ça se voit pas mais je panique. Donc après quand ça passe bien avec la personne en général ça va. Mais après des fois je suis plus dans mon monde et c'est plus compliqué. Je sais que sur le deuxième album j'ai eu plus de mal à collaborer parce que du coup j'ai eu vraiment envie de tout écrire. Mais par contre quand ça s'est passé à l'époque ça s'est bien passé quoi. Alors votre amour du Japon justement c'est venu comment Oshi ? De ma mère qui me mettait les dessins animés quand j'étais gosse et puis en fait je changeais de chaîne pour regarder les mangas et les mangas enfin les animations en fait japonaises et je regardais Pokémon, Dragon Ball et j'étais passionnée par les couleurs en fait je me rappelle même que je voulais regarder Pokémon et qu'on n'avait pas Canal+ et que du coup je regardais en rayé quoi à l'époque c'était pas en clair quoi. Du coup j'essayais de trouver Pikachu un peu dans la télé alors que du coup je pouvais pas le voir mais bon bref en gros j'ai adoré tout ce qui était visuel et en fait ça m'est resté quoi. J'ai du coup voulu découvrir cette culture, tout ce qui est peinture, voilà, la vague de Kusai m'a toujours passionné, la littérature aussi, Murakami, voilà. Mais en fait, les premiers dessins animés comme Goldorak ont été censurés. C'est-à-dire que quand Jacqueline Joubert et Dorothée ont voulu les diffuser sur Antenne 2 à l'époque, ça a été un tollé général de la direction, un tollé général des téléspectateurs, et puis on voit ce que ça a donné. Ouais, mais ils se sont pas mal trompés. Exactement. Et les mangas, parce que les mangas, vous en avez lu beaucoup. Oh, j'en ai lu beaucoup trop, quoi. J'ai même plus de place chez moi. J'ai même plus une bibliothèque qui rentre, quoi. À ce point-là. Ah ouais, j'en ai beaucoup. Du coup, je suis obligée d'en revendre par-ci par-là des fois parce que j'en ai trop. Et ça se traduit en japonais par images dérisoires, dessins non aboutis. Et ga, ça désigne la représentation graphique, ce qu'on ne sait pas, dessin, la peinture. Et man, c'est involontaire, divertissant, sans but et caricature. Mais c'est complètement un manga, ça, en fait. Voilà. Ça résume super bien. Et vous parlez le japonais ? Non, malheureusement. En fait, j'ai pas eu le temps d'apprendre, en fait. Puis je suis très mauvaise en langue. Ah bon ? Ouais. Et puis au Japon, il y a aussi le chocolat. Ouais. Le chocolat français est très connu au Japon. Ouais, puis il y a beaucoup de choses françaises connues au Japon, finalement. Ouais. Mais c'est un beau pays. En tout cas, c'est ce Japon que vous avez évoqué dans un album, Sommeil Levant, dont on parle dans quelques instants à travers une autre date, le 5 juin 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Oshi. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Oshi, 5 juin 2020, sortie de Sommeil Levant, deuxième album. Et justement, dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Sommeil Levant. Et je me sens si mal dans mon sommeil levant. Et je me sens si pâle, mais je rougis pourtant. Et je me sens si mal dans mon sommeil levant. Même le marchand de sable me vend plus de rêves maintenant. Le marchand de sable de votre vie, les petits, je suppose, non ? Ouais. Non, mais ouais, j'ai toujours aimé cette image du marchand de sable. Parce que moi, il m'a toujours oublié. Hein. Ah bon ? Oh bah ouais, moi je suis insomniaque, donc je pense qu'il m'a zappé. J'ai raté le train du sommeil, j'ai pas d'abonnement. Oui, d'ailleurs, cet album a été écrit, je crois, pendant la nuit entre deux concerts. Ouais, je dors très peu en fait, je dors mal, je dors très peu, j'ai un problème avec le sommeil quoi. Je pense que c'est aussi à cause de ma maladie, tout ça, voilà, j'ai beaucoup d'acouphènes la nuit, donc c'est compliqué, mais du coup j'essaye d'amortir mes nuits en faisant des choses. Voilà, et en écrivant des chansons. Alors là, il y a vos deux passions, les jeux de mots et le Japon. Réunis, ouais. Et c'est vrai que je me suis dit directement, ce deuxième album, il va s'appeler Sommeil Levant, parce que ça résume complètement l'album, je trouve. Ouais, c'est-à-dire effectivement, ma passion pour la culture japonaise, et vu que j'ai dessiné ma pochette, en fait, donc ça rentrait vraiment dans l'idée de l'animation, voilà, même si c'est mes petits dessins qui sont assez enfantins, mais voilà, j'ai pris plaisir à le faire, et puis Soleil Levant, c'est aussi en fait, moi je me lève aussi à l'heure où les gens, enfin je me couche à l'heure où les gens se lèvent. Oui, parce que effectivement, sur la pochette, il y a plein de petits dessins en tout genre, il y a tout ce qu'il faut, c'est à la fois du manga, c'est du figuratif, il y a de tout. Ouais, c'est le bordel qu'il y a dans ma tête, quoi. Et vous dessinez beaucoup aussi ? Je dessinais beaucoup quand j'étais plus jeune, dans ma chambre, et en fait c'est pareil, là j'ai repris pendant la tournée, sur ma tablette. Du coup, j'ai commencé à dessiner avec mes doigts sur ma tablette. Et il y a des significations particulières sur ces dessins, parce que vous êtes devant dans l'album allongé, habillé en japonaise avec des tennis, c'est quand même original. Ouais. Et puis, il y a ces dessins derrière. Il y a un choix particulier ou c'est venu comme ça ? C'est le résumé de chaque chanson, les dessins. Et cette position, je
je suis au milieu de tout ça en fait. Et du coup, c'était un choix visuel, ça résume l'album, je trouve. Et vous êtes presque allongé alors que vous dormez pas, ce qui est Je dors paradoxal. pas. Alors, le soleil levant, c'est l'image du Japon, bien sûr, mais c'est aussi un tableau, je ne sais pas si vous le savez, de Claude Monet, qui est conservé au musée Marmottan et dont le titre a permis de donner la première exposition impressionniste. Et c'est le point de départ de l'impressionnisme. Ce tableau soleil levant, il l'a réalisé au Havre dans une chambre d'hôtel et où il avait ses habitudes. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Ah si, je vois, et en plus j'adore. Enfin, j'adore sa peinture en général, en fait. Mais il est au musée Marmottan à Paris. Et la peinture, ça vous touche aussi? Ah, ça me touche beaucoup. Je vois jamais la même chose que les gens, ce que les gens voient. Je suis un peu paumée quand c'est de l'abstrait, tout ça. J'imagine beaucoup. J'aime bien me perdre dans les tableaux. Ouais. Et la peinture au Japon sont les estampes. Oui, j'en ai pas mal chez moi aussi. Je suis passionnée. Ouais, les estampes, c'est magnifique. Et en fait. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on ressent l'émotion de toutes ces histoires, en fait, de toutes ces années passées. Moi, une estampe, ça me bouleverse, ouais. Et la culture japonaise, effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je vous parlais des chocolatiers qui sont très à la mode aujourd'hui, mais elle a été à la mode dès le 19e siècle. Dans le journal des frères Goncourt, on dit que dans les salons, les vases de l'Antiquité ont été remplacés par des vases japonais. C'est vrai qu'il y a une culture japonaise qui fonctionne bien. Oui, puis j'ai plein de vases japonais chez moi que j'essaye de retrouver en brocante. Je suis un peu folle avec ça. J'adore aussi tout ce qui est visuel. Et dans mon salon, ouais, j'ai beaucoup de. Je mets des estampes et puis j'ai des vases japonais. Ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi cette culture est passionnante, je trouve. Vous n'êtes jamais allé au Japon? Pas encore. Ça fait partie de vos rêves? Oui, je vais y aller, je pense, après cette tournée. Mais il faut que j'y aille. Il faut que je me laisse au moins 3 mois, quoi. Et vous habillez toujours en japonaise? C'est venu comment ça? J'adore en fait la mode en général. Je suis passionnée par la mode, par beaucoup le streetwear, voilà, de cette culture aussi urbaine parce que je viens de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était plutôt urbain là-bas. Et du coup, je mélange un peu tous les styles. Ouais. J'aime bien les chemises un peu japonisantes avec des dragons, tout ça. Enfin, on les trouve en France, ça? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de marques en France qui font ça et aussi en prix. Oui, donc. Alors, il y a une autre chanson dans cet album aussi qui correspond également à votre caractère, parce que ça correspond à votre caractère, c'est Marche ou Rêve. Marche ou rêve, marre de faire la grève de l'amour. Arrache tes idées noires qui rendent ton cœur si lourd. Marche ou rêve, pars, je te jure que la vie vaut le détour. Crache-toi, tu te relèves, crie, on t'entendra dans les bruits sourds. Vos rêves sont devenus réalité finalement, Oshi? Oui, bien sûr. J'ai de la chance de ça, oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'était pas un rêve au départ? Mais c'était pas vraiment un rêve, en fait, c'était un besoin, moi, de faire de la musique. Ouais. J'ai jamais eu ce rêve d'être célèbre. Ouais, j'ai jamais eu ce rêve, ouais. Et je l'ai toujours pas, d'ailleurs. Non, mais vous le faites quand même. Voilà. Et vous marchez dans tous les sens du terme. Vous livrez dans cet album, je crois que c'est la première fois que vous parlez de vous et de votre jeune carrière. Ah oui, bah oui. Mais vraiment, cet album, c'était un besoin, ce deuxième album. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un album, il faut que j'en fasse un deuxième, vite. C'était un besoin, j'avais besoin de m'exprimer sur tout ce que j'ai pas pu dire à mon public sur le premier album, parce que c'était pas le sujet. Et puis, il y a un côté auto-psychanalyse dedans. Ouais, c'est complètement une psychanalyse, en fait. Ça évite les frais de psychanalyste. Ça coûte moins cher. Voilà. Ça rapporte plus. Ouais. Et comment choisir ces sujets dans ces cas-là quand on se dit, je vais parler de moi? Il m'est arrivé beaucoup de choses aussi pendant tous ces 2 ans. J'ai eu cette tournée à tenir avec mes problèmes de santé. J'ai eu beaucoup des changements d'équipe parfois. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête finalement dans cette jeune carrière entre guillemets et j'ai eu besoin de m'exprimer là-dessus. D'ailleurs, vous avez été pris dans un tourbillon en même temps. Ah, c'est un gros tourbillon, ouais. Et un tourbillon qui j'ai eu l'impression allait se calmer que le deuxième album, et c'est un peu le cas. Enfin, maintenant, aujourd'hui, en tout cas, vu que je sais où je veux aller, où je veux pas aller, c'est un peu plus simple pour moi. C'est-à-dire qu'il y avait des directions qui vous intéressaient pas et vous avez vite renoncé. Ouais, complètement. Alors, est-ce que ça vous a fait du bien justement d'écrire ce deuxième album, Oshi? Ah oui, ça m'a fait vraiment du bien. En fait, ça y est, ça m'a libéré de certains démons. Hein. Voilà. Alors justement, il y a un démon que vous évoquez dans cette chanson, qu'on a déjà entendu au début de l'année, c'est Amour Censure. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Alors cette chanson, elle est d'actualité parce que... Malheureusement. Voilà, c'est venu comment? C'est venu, je suis partie en week-end avec un ami, Marc, pour écrire pour d'autres artistes, ou voilà, pour faire de la musique en tout cas, pour se détendre. Et en fait, moi je fais des cauchemars. Ça fait peut-être
Bah du coup, en fait, je me suis fait agresser 2 fois quand j'étais plus jeune, et depuis, je fais des cauchemars, et ça part, ça revient. Ça se guérit pas, en fait, je crois. Enfin, j'arrive pas à me guérir de ça. Et là, justement, j'en ai fait un la veille de ce départ avec mon ami en week-end. Et c'est un ami qui est gay, en fait, aussi. Donc, on a évoqué ce sujet ensemble de cauchemar, de cette société. Et on a aussi allumé la télé en voyant que ce jour-là, la manif pour tous revenait à Paris contre la PMA. Voilà. Et du coup, ça a été un trop à ce moment-là. Et j'ai dit, en fait, l'album est fini, mais j'ai besoin d'écrire une chanson là-dessus, sinon je vais jamais en guérir, quoi. Et donc, en fait, ma thérapie, c'est la promo. Voilà. Et vous avez vu des menaces même, parce que... Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai sorti single pour me libérer des démons, pour évoquer certains sujets dans les médias que j'étais prête à enfin défendre. L'homophobie, ouais, à me battre contre l'homophobie et défendre l'amour pour tous, en fait. Bien sûr. Et du coup, je l'ai défendu aux Victoires où j'ai embrassé une danseuse à la fin de la prestation parce qu'il y avait des propos homophobes en bruit de fond que j'avais décidé de garder pour que les gens se rendent compte qu'en fait c'est pas qu'une chanson, c'est une chanson face à des vrais propos qui ont existé. Et donc j'ai embrassé cette danseuse et puis j'ai reçu des menaces de mort. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, Catherine Lara, qui vit avec une femme, on l'interrogeait, elle dit qu'est-ce que vous regardez, la première chose que vous regardez chez un homme, elle avait répondu sa femme, bien sûr. J'adore cette phrase. C'est magnifique. C'est joliment dit. Et une autre chanson qui est aussi un jeu de mots et liée à l'actualité, c'est Migraqueur. Je suis un migraqueur. Je suis touriste dans chaque corps. Je prends la fuite quand tu dors. Un migraqueur. Je fais du hors-piste sans faire de sport. Est-ce qu'il existe Migraqueur, migrant, le cœur, enfin... Ouais, bah oui. Personne n'avait pensé à mêler les deux. Ah, je sais pas comment ça m'est venu. C'est vraiment... en pleine soirée encore, je sais pas, j'écris beaucoup la nuit. Donc, ouais. Et en fait, ouais, c'est ce truc un peu aussi que les jeunes, que les gens ont à toujours vouloir chercher l'amour. Et en fait, je suis pas sûre qu'on le cherche de la bonne manière. Des fois, on croit le trouver, donc on enchaîne un peu les relations sans lendemain. Et en fait, on passe d'un cœur à un autre, quoi. Voilà. Vous écrivez beaucoup, Oshi, mais vous lisez aussi beaucoup. Je crois que Les Fleurs du Mal sont votre livre de chevet. Ah oui, ouais, je le lis à peu près 2 fois par an. Et après, j'aime beaucoup Bukowski aussi, Murakami. Enfin, ouais, Et pourquoi Les Fleurs du Mal ? Parce que je trouve que c'est tellement mélancolique. Et moi, j'aime bien la mélancolie. Donc, c'est ce que je dis souvent. Victor Hugo avait dit la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Oui. Et c'est un peu la phrase de ma vie. Et Victor Hugo a défendu ce livre parce que il a été attaqué aussi, Baudelaire. Il a été poursuivi en justice pour outrage aux bonnes mœurs. Ouais. Et Victor Hugo a dit que ses fleurs éblouissaient comme des étoiles. Voilà. C'était joliment dit. À l'époque, il y avait déjà des histoires entre eux. Voilà. Et il y a un film qui vous a touché aussi, c'est Requiem for a Dream. Film peu connu. Et interdit au moins de 12 ans d'ailleurs. Oh ouais, interdit, ouais. Et puis tout est magnifique, hein. La bande originale, la musique est magnifique. Jared Leto, je trouve, joue magnifiquement bien dedans. Et j'adore ce délire autour du bad trip et tout. J'adore comment c'est filmé. Moi, je suis passionnée de cinéma aussi et j'adore ce film, ouais, c'est vrai. Ce film a été présenté à Cannes, à Deauville, hors compétition. Le grand public n'a pas suivi, mais c'est un film culte pour beaucoup de gens. Moi, c'est un de mes films préférés. Il y en a 2 que j'aime bien, c'est celui-là et Nymphomaniac de Lars von Trier. Donc rien à voir, mais toujours ce côté un peu sombre. Je suis passionnée par Charlotte Gainsbourg. Moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je comprends. Autre chanson qui est dans cet nouvel album Sommeil le vent, c'est Cool Mascara. Cool puis cool mascara. Roule entre les bombes. On nous dit que ça ira. Cherche le sourire de la Joconde. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des mélodies qu'on retient assez rares aujourd'hui, finalement, Oshi. Ouais, je sais pas. Si, je vous confirme. D'accord. C'est pas des sons, c'est des mélodies. Et ça, vous y tenez. Ah, j'y tiens, oui. Et puis même si des fois, je pars pas dans des grandes envolées vocales, sur cet album, en tout cas, des fois, c'est plus subtil. Et oui, j'essaye de... Ça, c'était vrai, c'est une chanson un peu rengaine. Hein. J'essaye de faire ça comme une comptine pour enfants, un peu glauque, quoi. Une comptine un peu de version 2020, quoi. Avec un côté rock, car l'album a été résolument rock. Je sais pas ce qu'est le rock aujourd'hui. En fait, non, mais je me pose la question vraiment sincèrement chaque jour. Mais je crois que c'est dans l'âme aussi. C'est que j'avais pas envie de faire comme tout le monde là, en tout cas ce coup-là. J'ai essayé de pas le faire, pas comme tout le monde. Et vous repartez en tournée. Alors, ça a été décalé à cause du Covid. Eh oui, ouais. Mais il y a, à partir du 4 novembre, vous allez faire des tas de zéniths. Et ben du coup on le fait en mars. Voilà. Donc on commence en mars finalement à cause du Covid. Mais parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque là. Malheureusement j'ai envie de vraiment le voir mon public, quoi. Ah justement, vous êtes c'est très important pour vous, c'est de voir le public à cause justement de votre maladie. Oui. Ah ouais, mais alors c'est super pour moi parce que j'ai besoin. Alors c'est toujours allumé. Je regarde les gens dans les yeux et c'est mon repère.
et du coup pas de lumière qui bouge et c'est toujours une galère quand j'arrive dans un endroit. Enfin là du coup j'ai mon équipe, c'est cool maintenant, mais quand j'arrive dans une télé, voilà par exemple, et qu'on m'a préparé un beau show où ça bouge partout et que je leur dis je suis désolée, je peux pas en fait, et que des fois il y a des conflits, voilà, et c'est chiant en fait parce que c'est pas volontaire, c'est pas un caprice, et en plus du coup moi j'en vois du positif parce que voir mon public c'est hyper important quoi. Je pense. Ça me fait plaisir. Et je pense que vous pourriez faire carrière au Japon parce que Adamo a fait carrière avec Tombe la Neige, France Gall a fait aussi une carrière, Juliette Gréco a fait une grande carrière. Et pourquoi pas le Japon un jour? J'aimerais bien voir comment ça se passe là-bas musicalement. Peut-être on va le faire. Ouais. On va essayer. Il y a une autre chanson qui est importante pour vous parce qu'elle correspond à l'actualité, c'est Enfants du danger. On est des enfants du danger. Coup de soleil en décembre, notre terre une soirée. En bordel comme notre chambre, enfants du danger. La terre veut un scaphandre qui Ça, c'est le réchauffement climatique. Ouais, c'est l'état de notre planète en 2020. Et puis, en fait, en écrivant cette chanson, je pensais science-fiction aussi, quoi. Je pensais que ce serait plus loin tout ça. Et même dedans, je dis il nous faudra des masques, mais pas pour se déguiser. Mais en fait, il nous faudra des masques, ouais, effectivement. Et puis finalement, c'était plus vite que je l'ai écrit l'été dernier. Oui, donc avant le Covid. Et c'est un message pour les jeunes, parce que je crois que les jeunes vous suivent et écoutent vos messages aussi. Ouais, j'ai un public très attentif aux paroles et c'est le meilleur public du monde que j'ai. Enfin, je suis hyper contente de ce public-là. Il y a une chose qui vous quitte jamais, paraît-il, c'est un collier offert par votre grand-mère, une vierge. Oui, là en ce moment je le mets pas, j'ai trop peur de le perdre. Donc voilà, on en est là. Donc il est dans ma salle de bain accroché. Et en fait, oui, ma grand-mère, elle est partout, quoi. J'ai tatoué, elle se fait des croix sur mon bras. Là, j'ai une poupée russe. Ma grand-mère, c'est poupée russe. Voilà, c'est ma vie. Hein. En tout cas, le bonheur, vous l'avez. Et je souhaite que cet album vous porte bonheur, sommeil levant, et que cette tournée se passe bien. En tout cas, merci d'avoir répondu si bien aux clés d'une vie à mes questions. Et puis, continuez votre parcours comme vous l'avez commencé. Merci pour cette belle interview. C'est rare. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio.